Le cri glaçant résonna dans l'air saturé de sel. 911, quelle est votre urgence? C'est l'entraîneuse. Elle ne remonte pas. Il y a du sang. Et elle ne la lâche pas. Envoyez de l'aide, vite. La voix à l'autre bout du fil était déchirée par la panique. Les cris fusaient en arrière-plan. Ce n'était pas un simple accident. C'était l'écho d'un avertissement ignoré depuis trop longtemps. Ce jour-là, à SeaWorld Orlando, quelque chose s'est brisé, de manière irréversible. Dawn Brancheau était bien plus qu'une dresseuse de mammifères marins. Depuis l'enfance, elle nourrissait une passion viscérale pour l'océan. Tandis que d'autres enfants ramassaient des coquillages, elle apprenait les noms latins des cétacés et imitait leurs chants. À 16 ans, elle faisait déjà du bénévolat dans un aquarium local, nettoyant les vitres, prenant des notes méticuleuses, posant des questions que même les scientifiques évitaient. Diplômée en biologie marine avec mention, elle ne se démarquait pas seulement par son parcours académique, mais par sa capacité unique à entrer en résonance avec les animaux. Elle savait les écouter, les comprendre, les apaiser. À peine un an après l'obtention de son diplôme, elle fut recrutée par SeaWorld. Pour elle, c'était un rêve devenu réalité. Rapidement, elle devint l'une des figures les plus respectées du parc. Elle formait les nouveaux soigneurs, inspirait la foule, mais surtout, plaidait dans l'ombre pour le bien-être des orques. « Ils ne travaillent pas pour nous. Nous travaillons ensemble », répétait-elle souvent. Car pour elle, la relation ne reposait pas sur la domination, mais sur la confiance. Mais derrière les sourires et les sauts millimétrés se cachait une réalité plus sombre. Ces créatures majestueuses étaient aussi complexes qu'imprévisibles. Et Dawn, mieux que quiconque, le savait. Parmi toutes les orques du parc, une se distinguait, Ticom. Un mâle gigantesque de plus de 12 000 livres, capturé au large de l'Islande alors qu'il n'était qu'un veau. Sa silhouette imposante, 22 pieds de long, nageoires massives, cicatrices profondes, inspirait autant l'admiration que la crainte. Décrit comme intelligent, mais instable, il avait déjà été impliqué dans 2 décès, celui d'un entraîneur à Sealand en 1991, puis d'un intrus à SeaWorld en 1999. Malgré cela, il continuait à se produire quotidiennement, ses faits et gestes notés dans des rapports internes rarement rendus publics. Les scientifiques alertaient pourtant sur les troubles comportementaux des orques mâles en captivité. Dans leur milieu naturel, ils parcourent jusqu'à 100 km par jour, vivent en groupes familiaux soudés, développent des dialectes, des liens, des stratégies. En captivité, enfermés dans des bassins stériles, leur frustration devient insupportable. Le docteur Helen Satterfield, ancienne consultante du parc, l'avait formulé ainsi. Lorsqu'on retire un animal comme une orque de son environnement naturel, on ne le met pas simplement dans un aquarium. On enferme son esprit. Et parfois, cet esprit se brise. Et Ticom, malgré ses performances, montrait des signes avant-coureurs. Depuis des semaines, il semblait plus lent, plus distant. Il flottait sans énergie, ouvrait la bouche de façon répétée, un comportement souvent associé à l'agitation ou à la dominance. Mais les signaux restèrent sans réponse. 24 février 2010. Un après-midi lumineux à SeaWorld Orlando. L'amphithéâtre se remplissait pour le spectacle d'Inouïse Chamu. En coulisses, Dawn préparait sa routine avec le même sérieux que d'habitude, saluant les collègues, observant Ticom à travers la vitre, attentive à ses moindres gestes. À 14 heures, elle entra sur la plateforme, combinaison IP, cheveux noués, casque ajusté. Le public applaudit lorsque Ticom bondit hors de l'eau, éclaboussant les premiers rangs. Tout semblait normal, mais pour les dresseurs expérimentés, quelque chose clochait. Ticom hésita, retarda une glissade. Frappa l'eau d'un coup de queue plus agressif qu'à l'accoutumée. Dawn le vit, elle poursuivit néanmoins, confiante, forte du lien qu'ils avaient tissé durant plus de 10 ans. La routine atteignit une séquence familière, un face-à-face sur une plateforme immergée. Elle lui tendit le bras, lui signalant une nage latérale. Un témoin assis dans la section B affirma plus tard qu'elle semblait concentrée, jusqu'au moment où l'attitude de l'orque changea brutalement. Ticom plongea, ressortit, mais pas au bon endroit. Puis, dans un éclair, il bondit, refermant ses mâchoires sur le bras de Dawn. Il la tira violemment sous l'eau. La foule resta un instant figée, croyant à une cascade spectaculaire. Puis les cris s'élevèrent, l'horreur devint manifeste. Sous la surface, une lutte féroce s'engagea. Les entraîneurs déclenchèrent les alarmes, activèrent les générateurs acoustiques censés détourner l'attention de l'orque. En vain, Ticom ignorait tout et elle plongeait, secouait, tournoyait.
Chaque seconde s'étirait. L'équipe tenta de refermer les portes d'urgence du bassin, de jeter des filets, d'attirer Ticom au bassin médical. Rien n'y fit. Selon plusieurs témoins, la scène fut insoutenable. Le corps de Dawn fut ballotté comme un pantin. Elle tenta de se libérer, mais la force de Ticom était inégalable. À 14h41, il la relâcha enfin. Son corps inerte fut sorti de l'eau. Les secours pratiquèrent un massage cardiaque au bord du bassin, sous les regards choqués de centaines de visiteurs, enfants en larmes, parents pétrifiés. Dawn Brancheau fut déclarée morte à 14h41. En moins de 7 minutes, une vie dévouée, une carrière brillante, un lien unique furent anéantis. Ce n'était pas seulement une tragédie. C'était un point de bascule. Le choc se répandit comme une onde. Dans les heures suivant la mort de Dawn, le parc fut immédiatement verrouillé. Tous les spectacles annulés, l'amphithéâtre bouclé, les visiteurs évacués. Une brève déclaration fut transmise aux médias. « Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Dawn Brancheau, l'une de nos dresseuses les plus expérimentées et les plus appréciées. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et toute notre équipe. » Mais ce communiqué n'était qu'un écran de fumée. À huis clos, SeaWorld entrait en crise. L'OSHA, l'administration de la sécurité et de la santé au travail, ouvrit immédiatement une enquête. Les services vétérinaires commencèrent une évaluation comportementale complète de Ticom. Chaque seconde de la performance fatale fut analysée image par image. Les rapports d'incidents passés furent exhumés. Ce que l'on découvrit glaça les enquêteurs. Ticom avait été impliqué dans plusieurs situations alarmantes au fil des années, altercations, refus d'obéir, comportement territorial. Et pourtant, il avait continué à performer. Le rapport d'autopsie de Dawn fut finalisé en 48 heures. Les conclusions furent brutales. Traumatisme contondant massif, côte fracturée, épaules déboîtées, hémorragie interne. La cause officielle du décès, noyade après immersion prolongée. Mais le médecin légiste précisa qu'à elle seule, la violence des blessures aurait pu être fatale. Cette note, transmise à la presse, déclencha une onde d'indignation. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Une vague médiatique déferla sur les réseaux. Une orque tue une dresseuse chevronnée. Tragédie à SeaWorld, quand le spectacle vire au cauchemar. Des images de Dawn saluant le public peu avant l'attaque furent diffusées en boucle. L'opinion publique bascula. Les anciens dresseurs commencèrent à parler. Certains racontèrent avoir alerté à plusieurs reprises sur l'instabilité de Ticom. Personne ne les avait écoutés. Devant les grilles du parc, les manifestations débutèrent dans les jours qui suivirent. Des pancartes exigeant la fin de la captivité. Des cris, des fleurs, des peluches, des photos de Dawn, de Ticom, de moments heureux. Les gens ne pleuraient pas seulement une vie perdue. Ils pleuraient un système qui avait refusé d'écouter. Les militants pour les droits des animaux saisirent cette tragédie comme un symbole. Les hashtags se multiplièrent. Hashtag justice pour Dawn, hashtag libérez Ticom, hashtag fermez SeaWorld. Des pétitions recueillirent des millions de signatures. Pour la première fois, la question de la captivité des orques n'était plus un sujet de niche. C'était devenu un débat de société. Au cœur de ce tumulte, une question revenait sans cesse. Aurait-on pu éviter ce drame? La réponse, pour beaucoup, était évidente. Oui. Les signes étaient là. Les précédents aussi. Et pourtant, rien n'avait été fait. Car l'histoire de Dawn n'était pas un cas isolé. Elle s'inscrivait dans une série d'incidents survenus dans les parcs marins depuis des décennies. En 1991, en 1999 et maintenant en 2010. À chaque fois, les mêmes profils, des dresseurs expérimentés, aimés de leurs orques, trahis dans un moment de bascule. À chaque fois, des avertissements ignorés. Les experts en comportement animal dénonçaient depuis longtemps les effets délétères de la captivité. Les orques, ces géants sociaux, parcourent en liberté des centaines de kilomètres, échangent des champs, chassent en groupe, éduquent leurs petits. En bassin, leur monde se réduit à quelques dizaines de mètres de béton. L'ennui devient chronique. Les tensions sociales explosent. Certains se mutilent. D'autres tournent en rond jusqu'à l'obsession. Et parfois, il y a des attaques. Le docteur Jen Sorenson, spécialiste des cétacés, le résumait ainsi: les orques ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres sensibles. Ils se souviennent, ils pleurent, ils s'adaptent. Mais quand l'environnement devient insupportable, leur détresse s'exprime.
Et c'est peut-être ce que représentait Ticom. Non pas une anomalie, mais un miroir de notre propre erreur. Seawold tenta de reprendre le contrôle. Des réunions de crise furent organisées. Les avocats du parc préparèrent leur défense. Le mot d'ordre, maîtriser la communication. Ne pas reconnaître de faute, et ne pas donner prise à des poursuites. En interne, les dresseurs étaient bouleversés. Beaucoup refusaient de retourner dans l'eau. Certains démissionnèrent, l'ambiance était devenue irrespirable. Et pourtant, Dawn avait toujours cru à ce lien. Elle n'était pas naïve, elle connaissait les risques. Mais elle croyait au travail, à la confiance, à cette connexion fragile qui existait entre l'humain et la bête. Elle refusait de considérer les orques comme des armes, des fauves, des bombes à retardement. Pour elle, ils étaient des partenaires. C'est cette foi qui déchirait en ceux qui la connaissaient. Elle n'était pas morte par inconscience. Elle était morte en croyant, jusqu'au bout, que le lien pouvait résister. Dans les semaines suivantes, Seawold annonça la suspension de tous les spectacles aquatiques impliquant des orques. Les contacts directs furent interdits. Les entraîneurs ne descendraient plus dans les bassins. Les protocoles de sécurité furent entièrement réévalués. Certains virent dans cette décision une correction tardive. D'autres y virent un aveu d'échec. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. La confiance était brisée. Seawold tenta de redorer son image. Un mois après la mort de Dawn, le parc annonça la création d'un nouveau département dédié à l'enrichissement comportemental des orques. Sur le papier, c'était un progrès. Des biologistes externes, des comportementalistes, d'anciens critiques du système furent appelés à concevoir des programmes d'interaction plus éthiques. Mais beaucoup y virent une réaction de façade, destinée à calmer l'opinion. Ce n'était pas un changement de conviction, mais un changement de stratégie. En coulisses, le deuil laissait place à l'organisation. Les collègues de Dawn, encore sous le choc, décidèrent d'honorer sa mémoire. Une veillée fut organisée près du bassin principal. Les soigneurs se tinrent debout, en silence, combinaisons fermées, regards baissés. Des fleurs flottèrent sur l'eau calme. Une bougie allumée à la main, chacun d'eux ressentait le vide laissé par une femme dont la vie avait été consacrée à ces animaux. Dans le bassin, Ticom nageait lentement, presque imperceptiblement. Un silence pesant régnait, comme si même l'eau retenait son souffle. Peu de temps après, la famille de Dawn créa la Dawn Brancho Foundation, une organisation dédiée à la recherche sur les mammifères marins, à la sécurité des soigneurs et à l'éducation du public. Des bourses furent attribuées à de jeunes biologistes marins. Les dons affluèrent du monde entier. Des centaines de lettres furent reçues, venant de simples visiteurs, de chercheurs, d'enfants touchés par son histoire. Mais alors que la douleur s'institutionnalisait, la polémique, elle, ne faiblissait pas. Des documentaires commencèrent à émerger. Des anciens employés parlèrent face caméra. Certains révélaient la pression constante pour maintenir les spectacles coûte que coûte. D'autres témoignaient des blessures passées, des agressions dissimulées, des signaux ignorés. La mécanique du silence se fissurait. Le débat ne portait plus seulement sur la sécurité. Il portait sur le fondement même du modèle. Peut-on vraiment aimer un animal tout en le privant de sa liberté fondamentale? Peut-on justifier la captivité par l'éducation, par le divertissement, par l'habitude? La mort de Dawn obligeait à tout repenser. Les législateurs s'en mêlèrent. Des projets de loi jusque-là bloqués furent soudain réexaminés. Des pétitions circulèrent dans les assemblées. Le poids de l'opinion publique devenait impossible à ignorer. Certains États proposèrent d'interdire totalement la reproduction en captivité. D'autres demandèrent la fin des spectacles d'orques d'ici 5 ans. Seawold, qui avait toujours influencé le débat, se retrouvait pour la première fois acculé. Et pourtant, dans ce tumulte, la figure de Dawn continuait de dominer les récits. Elle n'était pas perçue comme une victime naïve, mais comme un symbole d'engagement. Une femme convaincue qu'un lien authentique était possible. Ce qui rendait sa mort d'autant plus déchirante, c'était cette dualité. Elle connaissait les dangers, mais elle croyait à la relation, à la tendresse, à la coopération. Elle parlait aux orques comme à des égaux. Un ancien collègue déclara dans une interview, « Elle n'a jamais crié sur eux, jamais forcé un mouvement. Elle attendait, elle comprenait. C'est ce qui la rendait unique. » Un autre ajouta, « Elle savait que ce n'étaient pas des robots.
Elle acceptait leur silence. Elle accueillait leur imprévisibilité. Elle était à leur écoute. Mais cette confiance, aussi belle soit-elle, ne pouvait compenser la réalité du système. Ticom n'était pas un traître point, il était un être brisé. Un prédateur déraciné, enfermé, frustré. Et dans ce désespoir, il avait agi comme n'importe quel animal privé de tout repère. Des experts en psychologie animale firent entendre une vérité difficile. Certains comportements sont irréversibles. Après des décennies de captivité, certains orques développent des altérations mentales profondes. L'espace, la lumière, les liens sociaux, tout ce qui forme leur équilibre naturel, leur a été retiré. Leur cerveau, hautement développé, cherche à s'adapter. Mais parfois, ils échouent. Et quand cela se produit, le danger devient réel. Ticom, lui, ne remonta plus sur scène. Il fut isolé dans un bassin secondaire, surveillé en permanence. Aucun dresseur ne s'en approcha plus. Il passa ses journées à nager en cercle lent, parfois immobile des heures durant. Ce qui avait été autrefois une star du parc n'était désormais qu'un corps gigantesque tournant sans but dans une prison d'eau. Pour certains, c'était une victoire tardive. Pour d'autres, une injustice point, mais tous s'accordaient à dire que quelque chose avait changé. Le public ne regardait plus les spectacles avec les mêmes yeux. Chaque saut semblait dissimuler une douleur. Chaque éclaboussure, une protestation muette. Et dans ce changement de regard, Dawn devint le point de bascule. Elle représentait l'ambiguïté de cette industrie, la passion sincère d'individus qui aiment les animaux et le système qui les exploite malgré eux. La question devenait inévitable. Le lien entre l'homme et la nature peut-il exister dans une structure fondée sur le contrôle? Peut-on espérer une harmonie sans liberté? Ou bien l'illusion est-elle trop ancrée pour être brisée? Les mois passèrent, mais les répercussions de la mort de Dawn ne s'éteignirent pas. Dans l'esprit du public, quelque chose avait basculé. Ce n'était plus simplement une tragédie isolée. C'était le symptôme d'un système à bout de souffle. Un système fondé sur le spectacle, l'illusion, et surtout, le silence. Et ce silence, justement, ne pouvait plus être ignoré. Partout aux États-Unis, des écoles, des associations, des familles remettaient en question la pertinence des parcs marins. Les enfants qui jadis rêvaient de monter sur le dos d'un orque posaient maintenant des questions difficiles. Pourquoi l'enferme Théon? Est-ce qu'il est heureux? Pourquoi la dame est-elle morte? Ces interrogations ne pouvaient plus être éludées. Le choc avait semé le doute, et le doute ouvrait la voie à la réflexion. SeaWorld, de son côté, poursuivit sa mue. Le parc annonça la fin progressive des spectacles d'orques. Les dernières représentations seraient remplacées par des présentations éducatives plus respectueuses. Les bassins ne seraient plus utilisés pour des figures, mais pour illustrer le comportement naturel des cétacés. Ce repositionnement fut salué par certains comme une victoire, mais critiqué par d'autres comme une opération de communication sans changement structurel. Dans les coulisses, Ticom restait confiné. Isolé, surveillé, absent de tout programme public. Il ne bondissait plus point et elle ne chantait plus. Il tournait point parfois, il restait des heures immobile, la nageoire dorsale repliée, l'œil fixé sur le vide. Il n'était ni libre ni utile point et elle était simplement là, vestige d'un monde en train de s'effondrer. Les défenseurs des animaux continuaient leur combat. Plusieurs États américains adoptèrent des lois interdisant la reproduction d'orques en captivité. D'autres limitèrent le commerce de cétacés. Des voix s'élevèrent à l'international. Ce n'était plus une affaire américaine. C'était une question globale. Mais au cœur de tous ces changements, c'était le souvenir de Dawn qui persistait. Non pas comme une simple victime, mais comme une femme qui avait incarné le paradoxe de toute cette industrie, aimait profondément un animal tout en participant, malgré soi, à sa souffrance. Elle n'était ni naïve ni ignorante. Elle était lucide point, mais elle croyait que le lien pouvait tout transcender. Et peut-être avait-elle eu raison. Car c'est ce lien, justement, qui avait ému des millions de personnes. Ce lien qui avait poussé des lois à évoluer. Ce lien qui avait ouvert des yeux, éveillé des consciences, fait tomber des barrières mentales. Ce lien, fragile et intense, que Dawn avait entretenu jusqu'à son dernier souffle. La Dawn Brancheau Foundation, désormais active dans plusieurs universités, continuait son œuvre. Elle finançait des programmes de réhabilitation marine, soutenait les soigneurs en formation et publiait régulièrement des rapports sur les conditions de captivité. Chaque bourse octroyée,
chaque étude publiée, chaque conférence organisée, portait la marque de son héritage. Dans un documentaire diffusé 2 ans après sa mort, une ancienne collègue racontait cette scène. Un jour, alors qu'on observait les orques, Ticom s'est approché lentement. Dawn s'est accroupie au bord du bassin et lui a parlé. Elle ne lui a pas donné d'ordre. Elle ne l'a pas flatté. Elle l'a juste regardé. Et elle a murmuré « Je te vois ». C'était tout. Mais lui, il est resté là. Comme s'il avait compris. Ce regard, cet instant suspendu, symbolisait toute la complexité de leur relation. Entre contrôle et confiance, entre enfermement et tendresse. Entre domination et réciprocité. Dawn ne niait pas les limites. Mais elle croyait que, même à l'intérieur d'une cage, on pouvait essayer de construire quelque chose de vrai. Les années passèrent, et l'impact de cette tragédie continua de s'étendre. Les parcs modifièrent leurs pratiques. Des conférences internationales furent organisées sur la captivité des cétacés. Des livres, des articles, des œuvres inspirées de son histoire virent le jour. Dawn était devenu un repère, une voix posthume qui guidait vers une forme de réconciliation entre l'homme et la nature. Mais malgré toutes les réformes, malgré les hommages, une vérité persistait, inaltérable. Rien ne ramènerait Dawn. Et rien ne libérerait vraiment Ticom. Car les barreaux visibles ne sont que la moitié de la prison. Le reste se trouve dans nos esprits, dans nos désirs d'exploiter, de dompter, de posséder. Alors, que faire? Abandonner tout lien avec les animaux sauvages. Renoncer à comprendre, à soigner, à coexister? Ou bien réinventer une manière d'être avec eux, non plus fondée sur le contrôle, mais sur l'écoute, l'humilité, la patience? Peut-être est-ce là la vraie leçon. Ce que Dawn a légué au monde, ce n'est pas une méthode ni une règle. C'est une posture, celle de la main tendue, jamais forcée. Celle du regard sincère, jamais exigeant. Celle de la voix douce, même face à l'inconnu. Et au fond des bassins, derrière les parois de verre, dans les yeux d'un orque qui ne saute plus, il reste peut-être une mémoire. Celle d'une femme qui n'a jamais cessé de croire que, même dans un monde brisé, la dignité pouvait encore exister.